Alors, chers collègues, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en mesure de reprendre nos auditions. Comme vous le savez, la commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 6, loi édictant la loi sur le ministère de la cybersécurité et du numérique et modifiant d'autres dispositions. Monsieur le secrétaire, bonjour. Bonjour. Y aurait-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. M. Déragé-Néligan est remplacé par Mme Risky-Saint-Laurent. M. Létao-Robert Baldwin est remplacé par Mme Nichols-Vaudreuil. Mme Gazal-Mercier est remplacée par M. Zanetti-Jean-Lesage. Alors, bienvenue à nos collègues. Cet après-midi, nous entendrons deux groupes, soit Télétravail Québec. Les représentants sont d'ailleurs avec nous en ce moment. Et plus tard, nous recevrons M. Steven Lachance. Alors, messieurs, bienvenue parmi nous. Auriez-vous l'amabilité d'abord de vous représenter? Parfait. Merci beaucoup, M. le Président. Mon nom, c'est José Lemay-Laclaire. Je suis président de Télétravail Québec. Avant tout, je suis un expert en informatique. Je suis spécialiste en migration et aussi en implantation infonuagique depuis près de 20 ans. Je viens ici parce que dans mon expérience, j'ai pu voir plusieurs incidents en cybersécurité et donc ça m'a amené à m'interposer dans ce beau projet. Je félicite d'abord la mise en place de ce ministère. C'est une très bonne idée de rassembler ces expertises et de voir grand. Donc, maintenant, pour Télétravail Québec, on est un organisme depuis 2018 avec plus de 80 membres. Notre mission, c'est d'améliorer les conditions de travail des Québécois en partageant les meilleures pratiques concernant le télétravail. Donc, depuis 2020 à septembre, nous avons organisé la Semaine du télétravail. Ce fut un très bel événement couvrant plusieurs sujets, dont la cybersécurité. Ensuite, les services qu'on offre, c'est essentiellement de partager les bonnes pratiques et aussi on fait de la formation de main-d'œuvre. Donc, maintenant, si vous me permettez, M. le Président, je permettrai à mon conseiller de prendre la parole. Bonjour, M. le Président. Charles Cazard, je suis conseiller pour Télétravail Québec, mais je suis avant tout avocat et conseiller en relations industrielles agréé. Je suis membre des deux corporations. Et je suis aussi l'auteur d'un livre sur le télétravail qui a été édité à l'automne 2020. En fait, je suis auteur de plusieurs livres en relations de travail. Je suis conférencier, formateur, puis j'ai été aussi professeur à l'École du barreau pour HEC il y a quelques années. Donc, voilà. Je suis avocat à mon propre compte dans le cabinet Astel Casa. Alors, soyez les bienvenus et vous disposez de 10 minutes. Parfait, merci beaucoup. Donc, en premier, nous avons une problématique qu'on a remarquée. En fait, c'est en partenariat avec notre partenaire. J'ai consulté Jean-Philippe Racine, qui est président de la firme Groupe CyberSWAT. Ce qu'on remarque, c'est que là, en jumelant la cybersécurité et le numérique, il n'y aura pas d'indépendance réelle entre les deux. Donc, ce qui nous explique là, il nous explique d'avoir une préoccupation à ce sujet et souhaite que les impératifs de livraison du volet numérique n'aient pas le dessus sur le volet cybersécurité. À titre d'exemple, ce qu'ils font pour les entreprises, c'est qu'ils recommandent toujours de ne pas mettre le service de cybersécurité sous la direction des technologies de l'information, car il y aurait un conflit d'intérêts dans la gestion de l'infrastructure TI et la gestion de cybersécurité. Et comme il nous dit, là, il est donc primordial que le gouvernement assure une distinction claire entre la TI et la cybersécurité. Qui plus est, il faudrait assurer une séparation étanche entre les deux pour éviter que les intérêts des deux volets s'entremêlent. Donc, si je passe à une deuxième problématique qu'on a remarquée, en ce qui concerne les réseaux domestiques à des fins commerciales ou d'affaires. En fait, nous, chez Télétravail Québec, on suit de très près les télétravailleurs et on a vu très bien là, que les travailleurs, en travaillant de la maison, ils utilisent leur réseau domestique à des fins d'affaires ou commerciales. Donc, on croit qu'il y aurait vraiment place à arriver avec des règles ou des bonnes façons de faire pour limiter le piratage et les vols de données. Ça permettrait vraiment de s'aventurer, je pense, là-dedans et de faire progresser la chose. On croit, dans le fond, que le gouvernement doit clarifier ses intentions à ce qui concerne le télétravail et surtout comment le tout serait opérationnalisé. Il faut s'assurer que l'utilisation des réseaux domestiques par les fonctionnaires aussi ne viendra pas créer une brèche en matière de cybersécurité.
Donc, si on passe maintenant à la troisième problématique, c'est en lien avec les réseaux Wi-Fi publics, les réseaux publics qu'on utilise dans les commerces ou tout lieu. En fait, ces réseaux, comme ça le dit, c'est des réseaux informatiques. Donc, on branche nos appareils sur ces réseaux-là. Et il n'y a pas vraiment de standard de sécurité en place jusqu'à maintenant. Et je pense que ce ministère-là pourrait très bien répondre à ça, arriver avec peut-être des normes, des guides, afin que les commerces puissent avoir des réseaux qui sont fiables et qu'on ne soit pas victime là, de piratage là, à travers ces réseaux. Si on passe à la quatrième problématique, c'est concernant les appareils informatiques vendus avec des configurations minimales ou absentes de sécurité. En fait, quand on achète un appareil informatique, si on achète un routeur ou une imprimante, souvent, presque toujours, les configurations d'origine sont presque absentes. Pour se connecter à l'appareil, il n'y a aucun mot de passe qui est requis, ou bien c'est un mot de passe qui est très connu comme admin ou 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui a déjà été fait en Californie, il y a déjà une loi qui a été passée en 2020 qui interdit la vente d'appareils non configurés préalablement. Ça, c'est sûr que ça a un grand impact. C'est très connu là, dans plusieurs statistiques qu'énormément de piratages sont causés par ces configurations-là qui n'ont soit pas été corrigées dès l'achat ou soit que les paramètres ont été réinitialisés et que là, lors de la réinitialisation, le mot de passe par défaut a été appliqué et là, le pirate a pu entrer très facilement. Donc, d'arriver avec une loi comme ça réglerait beaucoup de problèmes, c'est certain. Si je peux continuer, là, dans un même ordre d'idée, le gouvernement doit statuer si la gestion des appels d'offres en TI demeure comme elle l'est actuellement, soit à la discrétion des ministères et organismes, ou si celle-ci est rapatriée au sein du futur ministère de la cybersécurité et du numérique, ou même au centre d'acquisition gouvernementale. Dans tous les cas, il faudrait s'assurer d'engager le personnel compétent et s'assurer que les appels d'offres en TI respectent le plus haut standard de qualité et de sécurité. Maintenant, nos recommandations, en résumé. La première est que les parlementaires reconnaissent le conflit d'intérêts et annoncent de quelle façon ils s'assurent que le volet numérique n'aura pas le dessus sur le volet cybersécurité. Deuxième, que le gouvernement clarifie ses intentions en ce qui concerne l'implantation de télétravail dans la fonction publique et que les mesures soient mises en place pour ne pas délaisser la cybersécurité. En troisième, que le gouvernement mette en place une politique claire en ce qui concerne l'utilisation de réseaux publics par les fonctionnaires. En quatrième, que le gouvernement mette en place des balises claires avec des mesures coercives adéquates dans le cadre des appels d'offres TI et cybersécurité, en mettant l'emphase sur la notion d'imputabilité. Et en cinquième, que le gouvernement clarifie l'instance qui sera responsable de piloter les appels d'offres en TI et cybersécurité, afin de savoir si ceux-ci sont rapatriés au sein du futur ministère de la cybersécurité et du numérique ou au centre d'acquisition gouvernementale. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je suis disponible pour vos questions. Merci. Monsieur Cazard, souhaitiez-vous, à ce stade-ci, intervenir? Non, pas sur celle-ci, merci. Très bien. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Ça me fait... En fait, je vais avoir quelques questions pour vous, Monsieur Lemay-Leclerc. La première, j'ai trouvé le terme fort, et j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que vous parlez de conflit d'intérêts entre la cybersécurité et le numérique, alors que partout ailleurs, je vous dirais, on voit ces deux éléments-là comme étant indissociables. On parle même de security by design. Dès la conception, on doit avoir... Donc, d'un côté, on a ceux qui disent non seulement c'est pas un conflit d'intérêts, mais ça doit collaborer à toutes les étapes de la conception, de la réalisation, du déploiement et de l'exploitation. Et vous parlez là de conflit d'intérêts. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que honnêtement, c'est la première fois que je l'entends celle-là. Oui, bien, en fait, le terme est un petit peu... peut-être que ce n'est pas le meilleur terme, mais en fait, c'est surtout que la cybersécurité... en fait, surveille le numérique. Donc, il ne faut pas que ce soit nécessairement les mêmes gens. Il faut que ces gens-là aient rien qui les empêche de facilement surveiller. Là. Donc, c'est simplement une recommandation qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de mécanisme qui pourrait protéger ou qui pourrait permettre
Je pense qu'on, dans le fond, il faudrait vraiment que la cybersécurité soit quand même indépendante, même si elle est sur le même ministère. Là. Mais est-ce que vous adhérez au principe de sécurité à la conception? Oui, oui, oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que les experts de sécurité doivent être impliqués à la conception, à la réalisation, à la mise en production, à l'exploitation? Ah oui, oui, bien sûr, dans ce niveau-là, c'est très important d'utiliser ces ressources-là, OK. ces expertises-là. C'est vraiment après pour ce qui est de la surveillance. Là. Si je résume votre pensée, M. Lemay-Leclerc, ce que vous dites, c'est que au nom de la réalisation d'applications numériques, il ne faut pas faire de compromis sur la sécurité. Oui, un peu, oui. OK. Mais vous ne voyez pas d'objection, au contraire, à ce que ces deux spécialités-là travaillent de concert? Ah non, puis c'est même, on encourage qu'ils travaillent. OK. Donc, de les réunir au sein d'un même ministère, ça devient une nécessité dans les faits. Oui, c'est tant qu'ils peuvent avoir quand même un droit de surveillance là, sur leurs collègues. Oui, c'est ça, je l'entends. Ce que vous dites, dans le fond, c'est que le spécialiste de la cybersécurité devrait toujours avoir le dernier mot. Oui, exactement. OK, je comprends bien. Bon, sur l'implantation du télétravail, je vous dirais que sur le normatif, je vais vous dire ce que j'ai répété à différents groupes. Évidemment, ça relève de la prérogative du Conseil du Trésor d'établir les règles, de discuter de ça avec nos partenaires syndicaux et d'émettre des directives qui vont aller dans le sens de ces consensus-là. Par contre, là où vous attirez mon attention, c'est quand vous parlez de la sécurité des réseaux. Bon, évidemment, le gouvernement du Québec ne peut pas obliger un individu à utiliser tel ou tel service, mais quand vous parlez de sécuriser le réseau, à part le réseau, évidemment, celui du gouvernement sur lequel on a la mainmise, puis bon, on peut établir les normes, on peut mettre en place tous les applicatifs qu'on veut pour s'assurer de la sécurité des systèmes et des informations, mais les réseaux domestiques, vous voyez quoi, vous, comme intervention gouvernementale qui va, oui, aller dans le sens de sécuriser le réseau, mais qui va quand même respecter la vie privée des individus, parce que là, il y a une notion de vie privée là-dedans. Le gouvernement ne peut pas prendre le contrôle des réseaux utilisés par les individus chez eux. Même là, faire une grande réflexion là-dessus peut-être. On pourrait impliquer, je pense, les fournisseurs Internet. Il y a des grands fournisseurs là, qui vont inclure un routeur qui est surveillé par le fournisseur. Et ça, c'est déjà un standard un peu mieux que de laisser la liberté aux travailleurs d'aller chercher son routeur au bureau, en gros, dans un commerce. Et là, par la suite, il doit lui-même s'occuper de la sécurité de son routeur. S'il peut avoir des bonnes pratiques de partager, ça peut être très bien, là. Donc, oui, c'est là-dessus un peu qu'on y va, là. Monsieur Casa, vouliez-vous intervenir? Là, Pardon? Vouliez-vous intervenir? Parce que je voyais qu'il y avait une discussion. Vouliez-vous intervenir, Non, monsieur c'est parce Casa? qu'on m'a demandé d'enlever la bouteille Naya. C'est bon. OK, mais parce que le ministère de la cybersécurité et du numérique, tel que rédigé dans la loi, il y a un mandat de cybersécurité qui est donné à ce ministère-là si l'Assemblée nationale adopte le projet de loi qui dépasse les frontières de l'État. Donc, vous amenez quelque chose qui est intéressant au niveau des fournisseurs de services. Évidemment, ce ministère-là va pouvoir édicter des normes pour ses propres réseaux. Il va pouvoir suivre des standards pour ses propres réseaux, évidemment, parce qu'au niveau de l'État, il ne devrait pas y avoir de compromis sur la cybersécurité et la cyberdéfense. Maintenant, si je suis votre logique, ces standards-là pourraient s'appliquer aux fournisseurs de services au Québec. Maintenant, est-ce que vous ne craignez pas que ça pourrait avoir un impact sur le prix, donc la disponibilité du réseau, sur la disponibilité des services? Parce qu'on l'a vu dans d'autres dossiers, quand on amène des normes, des standards qui sont plus élevés, évidemment, ça amène des contraintes. Donc, est-ce que, ce faisant, le remède n'est pas pire que la maladie? Oui, bien, tu sais, comme je l'ai écrit dans le mémoire, c'est un peu un beau problème parce qu'en même temps, c'est sûr on surutilise l'Internet à la résidentielle. Fait que je pense qu'il y aurait quand même place à ce qu'il y ait des forfaits
qui serait pas à faire pour résidentiel, mais peut-être télétravail, et qu'il y aurait là, en place ces mesures-là, et que là, au moins, il y aurait une protection additionnelle, là, idéalement. Là. Dans quelle mesure, là je reviens avec mon dada, dans quelle mesure une certaine littératie numérique de formation pour peut-être permettre aux gens de mieux comprendre comment ça fonctionne un réseau, comment on peut le sécuriser, dans quelle mesure ça pourrait pas être une solution peut-être plus démocratique et qui permettrait aux gens à ce moment-là, bon, on respecterait la liberté du consommateur, on respecterait la vie privée des individus, ce ne serait pas intrusif dans leur capacité à choisir tel ou tel fournisseur, mais en même temps, un consommateur éclairé est un meilleur consommateur. Donc, je m'étonne un peu de ne pas voir cette recommandation-là. Et même chez vos membres, j'imagine là, que de voir le gouvernement là, imposer des standards, je ne sais pas jusqu'à quel point vos membres sont consultés, puis je ne veux pas présumer de rien, là, comprenez-moi bien, mais jusqu'à quel point cette idée-là serait bien reçue, surtout par des utilisateurs importants là, d'Internet. Donc, jusqu'à quel point on n'est peut-être pas mieux d'aller du côté de la formation et de l'information en général? Oui, c'est sûr qu'on a, dans le fond, la vie privée est vraiment importante pour nous. Ça peut être sous un programme là, de formation, tout simplement un partage là, des bonnes pratiques d'un réseau à la maison. Ce serait quand même une très bonne idée, là, oui. On est bien d'accord là-dessus. Parce que dans le fond, on comprend que ça prend un réseau, là, effectivement, avec un appareil qui lui-même offre pas des portes dérobées, qui a une bonne sécurité, avec un mot de passe qui est robuste, puis bon, on est capable de faire des trucs intéressants, mais encore faut-il bien comprendre comment tout ça fonctionne. C'est pas nécessairement très complexe. Je vous soumets une idée. Le gouvernement du Québec rend disponible pour ses employés 4 formations sur le site de l'Académie de transformation numérique qui permettent de comprendre, bon là, on va dans un autre domaine un peu que le domaine technique, mais je pense que le parallèle peut être fait, qui permet de bien comprendre la logique des pirates, comment on va se servir des outils informatiques, courriels, textos, pour piéger les gens, comment on peut détecter ces pièges-là, comment on peut évidemment les éviter. Quelle est la bonne réaction quand on reçoit un courriel litigieux ou un texto litigieux, comme j'ai reçu hier, là, où on me disait que ma carte de crédit, un courriel avec un texto, aucune identification, 2 hyperliens qui me disent votre carte bancaire a été bloquée. Ben oui, toi, hey, voyons donc. Alors, mais quand on le sait, on rigole, on supprime le texto, puis on passe à autre chose. Puis quand on ne le sait pas, malheureusement, on clique. Donc, jusqu'à quel point ça pourrait peut-être être une avenue intéressante de demander à mettre en place ce genre de formation-là, pour permettre à la population, aux citoyens qui sont intéressés, de peut-être un peu mieux comprendre, puis de s'équiper en conséquence. Oui, effectivement, c'est sûr qu'avoir ce genre de formation-là, là, ça aiderait beaucoup l'éducation là, des travailleurs, s'assurer qu'ils ont tout en main là, pour être bien à l'abri là, de toutes ces fraudes-là. Là. Ouais. OK. Là, vous parlez de balises claires avec des mesures coercitives adéquates dans le cadre des appels d'offres en TI, en cybersécurité. Qu'est-ce que vous appelez des mesures coercitives adéquates? En fait, ça, c'est pour la dernière ici. Ce serait, dans le fond, dans le fond, les appels d'offres soient vraiment analysés de façon égale là, entre elles. Là. OK, mais c'est parce que si vous dites ça, c'est que j'imagine, en tout cas je présume, j'aimerais vous entendre là-dessus, que vous avez identifié peut-être des lacunes quant à l'évaluation des appels d'offres. Ou... Parce que généralement, l'appel d'offres, il y a un certain nombre de critères qui vaut un certain nombre de points. Ceux qui se qualifient s'en vont à ce qu'on appelle l'ouverture des enveloppes. On regarde le moins cher, puis c'est lui qui a le contrat. Mais quand vous parlez de mesures coercitives, la coercition, normalement, c'est parce qu'on veut restreindre quelque chose ou carrément l'empêcher. Vous faites référence à quoi? Je vous avoue que celui-là, je le comprends un peu moins. Oui, bien ça, en gros, c'est vraiment pour les appels d'offres plus permettre plusieurs là, à soumissionner, que ce ne soit pas trop restrictif là, dans les demandes. Là. OK. OK. Parce que OK. Coercitif.
vous parlez d'interdire la vente d'appareils dont les mots de passe par défaut sont trop facilement piratables. Mais techniquement, quand on a un mot de passe par défaut, l'appareil va forcer l'acquéreur à le changer à la première utilisation. En quoi ça pose un problème? Dans le sens où on en met un parce qu'il faut en mettre un parce que le système fonctionne avec un mot de passe, mais normalement, effectivement, on va vous donner quelque chose qui est pas destiné à être votre mot de passe à long terme. Quel serait l'avantage? Parce que là, obliger ça veut dire légiférer. Ça veut dire que le Québec se met dans une posture où il est le seul, ou en tout cas parmi un groupe très sélect, là, parce que peut-être qu'il y a d'autres législations qui ont fait ça. J'en ai pas eu connaissance, ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé. Où on irait là. Pour les entreprises, évidemment, ça amène des contraintes supplémentaires. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On croit quand même que oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de piratage causé par ça. C'est assez connu, surtout au niveau des routeurs. Puis, quand on utilise le routeur, ça ne nous invite pas nécessairement à changer le mot de passe. Plusieurs peuvent mélanger le mot de passe administrateur du routeur et le mot de passe du réseau Wi-Fi. Donc, c'est quelque chose quand même qui peut être... c'est sûr que ça peut être difficile à implanter. En Californie, je sais qu'ils l'ont fait. Ça peut être implanté peut-être par phase, mais c'est quand même important qu'au moins un routeur ne soit pas vendu sans configuration de sécurité, là, qu'on puisse le brancher directement et s'y connecter sans même... sans mot de passe, là. Je m'excuse. Est-ce que j'ai compris que la Californie avait légiféré dans ce sens-là? Oui, oui. Puis, en gros, elle dit quoi, la législation? Elle interdit toute vente d'appareils qui n'a pas de configuration. J'ai mis le lien là, dans mon mémoire, mais c'est en fait, oui, ça interdit la vente d'appareils avec mot de passe par défaut. J'ai écrit copieux, là, donc avec des mots de passe par défaut, c'est très simple, comme 1, 2, 3, 4, là, littéralement. Donc, c'est vraiment que ça permet que la vente d'appareils avec des mots de passe complexes. Parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais généralement, quand vous êtes l'acquéreur d'un appareil, ou en tout cas qui nécessite l'utilisation d'un mot de passe, ça vient avec l'obligation de le modifier à la première utilisation, généralement. Non, non, nécessairement, non? Pas pour la plupart des routeurs. OK, là, on parle spécifiquement des routeurs. Oui, mais même mes imprimantes, plusieurs appareils, souvent ont un mot de passe ou aucun mot de passe. Oui, mais en même temps, ces appareils-là vont se connecter sur le réseau. Puis généralement, si vous vous connectez sur le réseau, vous avez besoin d'utiliser le mot de passe réseau. Fait que ça revient un peu au même. Mais c'est quand même prouvé là, par plusieurs analyses qu'il y a beaucoup de piratage causé par ça. Est-ce qu'il y a des évaluations qui ont été faites sur les bénéfices? Donc, est-ce qu'on a des chiffres qui nous disent que, par exemple, en Californie, il y a eu X nombre d'actes de piratage réussis, évidemment, de moins? Est-ce que c'est soutenu par une documentation, cette... Oui, mais je ne l'ai pas avec moi, mais je pourrais vous la transmettre. Non, c'est correct. Ça, on en prendra connaissance parce que je vous avoue que vous soulevez un point qui est intéressant et qui suscite très certainement une réflexion. Donc, s'il y a une documentation qui peut nourrir la réflexion, oui, j'aimerais ça en prendre connaissance. Donc, vous dites que ça existe. Oui, oui. OK. Votre dernière recommandation, bon, quand vous parlez de clarifier l'instance qui sera responsable de la gestion des appels d'offres, il faut comprendre que le ministère de la cybersécurité et du numérique, puis là, ma réponse va peut-être être un peu plate, mais ça demeure le Conseil du Trésor qui est le contrôleur financier de l'État. Ça demeure la direction des marchés publics qui va réglementer et qui va s'assurer de la conformité des appels d'offres. Puis il faut comprendre aussi au gouvernement du Québec, quand on va en appel d'offres, indépendamment de ce qui fait l'objet de l'appel d'offres, le processus est le même. L'autorité décisionnelle demeure la même. Donc, vous aurez remarqué que dans le projet de loi,
oui, le futur ministre de la cybersécurité et du numérique acquiert des pouvoirs qui sont actuellement assumés par la présidente du Conseil du Trésor, mais qui sont en lien directement avec son mandat. La gestion d'appel d'offres n'en fera pas partie. Par contre, vous remarquerez dans le projet de loi que le ministère de la cybersécurité... S'il vous plaît. Oui, puis j'ai quelques secondes. Le ministère de la cybersécurité et du numérique devra émettre des avis sur les différents projets qui seront soumis au Conseil du Trésor. Ce sera son mandat. OK. Donc, les appels d'offres sont comme publics aussi, comme ils Oui, ont oui, toujours tout à été, fait. là. Oui. OK, parfait. Alors, merci à vous, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole à la députée de Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'être présent avec nous. J'aimerais avoir vos suggestions pour que le gouvernement puisse accompagner les entreprises, mais aussi les travailleurs à la maison pour bien sécuriser le réseau. Ce serait quoi, en fait, les priorités du gouvernement pour faire cet accompagnement? Oui, bien, c'est sûr que comme là, ça a été suggéré ici, ça peut être un programme là, de sensibilisation, des formations. Bien là, je ne sais pas quel pourcentage de gens ça irait chercher, mais une bonne campagne de communication, oui, pourrait certainement sensibiliser beaucoup de gens. Et bien, c'est sûr que nous, on avait quand même comme idée là, d'aller voir jusqu'aux fournisseurs Internet. Excusez-moi. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus, parce que... Je prends une gorgée d'eau. Pas de souci. L'importance de bien s'hydrater, particulièrement lorsque temps frais revient. Oui, donc, parce qu'on le sait, les réseaux à la maison sont pour la plupart très peu sécurisés. Et bien là, on le vit tous, on travaille de la maison. Donc, il y a vraiment un non-sens là-dessus. On ne veut pas non plus que les employeurs aillent jouer dans les configurations de nos réseaux de la maison. Donc, il faut vraiment que quelqu'un s'en occupe. Là, c'est primordial. Est-ce que chaque résident doit s'occuper de son réseau informatique à la maison? Peut-être. Est-ce qu'on veut tous le faire? Est-ce qu'on peut tous le faire? C'est pour ça que c'est quand même une grande question, là. Je vais me permettre de reculer un petit peu. Le télétravail, la grande majorité des Québécois apprécient. Ça permet de gagner aussi du temps qui était, je vais le dire, perdu en transport, en déplacement. Par contre, ça demande aussi des ajustements à la maison. Du côté de l'employeur, ça veut aussi dire des économies. Économie d'espace, économie aussi d'énergie, parce qu'évidemment, une tour de bureau, est-ce que j'ai pas besoin d'avoir 5 étages, mais plutôt 2 étages. Je réduis non seulement mon espace, mais je réduis aussi ma facture d'électricité. Je me mets à la place de l'employé. Lui, il y a quand même des coûts associés à pouvoir faire ce virage et s'installer en télétravail à la maison. Et ce n'est pas toutes les familles québécoises qui sont en mesure de s'équiper correctement. Est-ce qu'il devrait y avoir des mesures, puis là, vous allez me voir venir, des formations professionnelles, fiscalistes en moi, des crédits, d'impôts, remboursables, pour peut-être aider les employés? C'est sûr qu'on accueillerait ce genre de geste. Les travailleurs sont vraiment gagnants de mieux s'installer à la maison. Ça démarre aussi, évidemment, que l'employeur arrive avec une politique de télétravail et que là, l'employé peut se préparer, savoir à long terme qu'est-ce que ce sera les journées qui seront à la maison. Quand on sait qu'on va passer 3 jours, 2, 3, 4 jours à la maison, 8 heures par jour, bien, on a avantage à s'installer comme il faut. Et là, oui, ça inclut des coûts, c'est sûr. On ne peut pas deviner que notre prochain employeur, s'il arrive quelque chose, va le permettre. Donc, ce n'est pas vraiment une installation qui appartient nécessairement à l'employé. Et du côté de l'employeur, est-ce que lui aussi, de son côté, n'a-t-il pas une responsabilité financière envers son employé lorsqu'il lui demande et requiert qu'il travaille à partir de la maison? S'il y a une responsabilité? Oui, financière. Dans la mesure que certains employeurs vont dire, nous, c'est terminé, ce n'est que du télétravail. Donc, c'est l'employé qui supporte à sa charge, par exemple, d'avoir un espace dédié à la maison, d'avoir une chaise ergonomique à la maison. À ce moment-là, l'employeur, lui, l'État peut faire sa part, mais il me semble qu'un employeur averti et responsable, si on transfère le fardeau de l'espace de travail à la maison, il me semble qu'un employeur aussi devrait avoir une part à contribuer pour aider l'employé à être en mesure de faire du télétravail lorsque c'est obligatoire à la demande même de l'employeur. Oui. Ben oui. Dans le cas de l'employeur,
parce que je représente, comme avocat en relation de travail, beaucoup d'employeurs. Enfin, ma clientèle, c'est des employeurs. J'ai J'ai pas entendu, c'est une clientèle? une clientèle d'employeurs. Je représente principalement des employeurs. Donc, je suis assez bien placé pour peut-être avoir un début de réponse à votre question. J'en parle un peu dans mon livre sur le télétravail, de cette question-là, du fardeau, parce que quand on force, là, le cas de figure que vous donnez, c'est de forcer, je le mets en guillemets, l'employé à travailler chez lui, ou une invitation forte à travailler chez lui. Exact. Dans ce cas-là, oui, c'est exactement votre cas de figure. Dans ce cas-là, ça m'apparaît évident que l'employeur doit contribuer. Parce que si c'est lui, si c'est la demande à lui, il lui dit, bon, bien, pas moi pour une mesure d'économie. Et j'ai constaté pendant la période du COVID que je pouvais fonctionner au même régime en faisant 100 % de profit, mais en ayant 4 étages de vide de la tour. Et j'utilise seulement un étage. Tout le monde à la maison. Tout le monde travaille à la maison. Dans ce cas-là, ça me paraît évident qu'il faut avoir une réflexion, que l'employeur doit payer s'il force l'employé à travailler à la maison. Il faut qu'il y ait une contribution de l'employeur sur l'ordinateur, sur les mesures de sécurité. Mais là-dessus, il y a un vide législatif. Il n'y a pas de législation au Québec sur le télétravail. Tout le monde le sait. Là. Il n'y a rien. Il y a un vide juridique. Okay. Un jour ou l'autre, il va falloir que le gouvernement ait une réflexion là-dessus. Ben, ça tombe bien parce que le jour est arrivé. Donc, durant la pandémie... Tant mieux, c'est le jour est arrivé. C'est pour ça que vous êtes présents avec nous. Oui, parce que durant la pandémie, effectivement, le virage s'est opéré de façon obligatoire pour tout le monde. Mais maintenant, il y a des acquis que plusieurs espèrent conserver, autant l'employeur que l'employé. Il y a des bénéfices quand même de part et d'autre qui sont quand même intéressants. Et là, vous mettez un point tellement important, le vide juridique en question. Puis moi, j'aimerais ça aller un peu plus au fond des choses avec vous parce que, justement, vous avez écrit des livres et fait des conférences et j'imagine même que vous faites des conférences avec le barreau sur différentes questions juridiques en droit du travail. Maintenant, disons que la pandémie est terminée, juste pour les fins de notre dialogue entre nous deux et ceux qui nous écoutent. Ils sont très attentifs, je vois le ministre aussi attentif. Disons que la pandémie est terminée. À partir de maintenant, si on a un employeur là, vraiment qui décide que son modèle d'affaires, il n'y a plus d'urgence sanitaire, c'est son modèle d'affaires, c'est du télétravail, vous, c'est quoi votre avis? Qui doit supporter cette charge d'acheter un bureau, d'acheter une chaise ergonomique, d'acheter une imprimante, le papier et tout ça? Est-ce que ça devrait être à la charge de l'employeur? Bien, si on prend toujours le cas de figure dont vous mentionnez, la pandémie est terminée, ou presque, disons ça de même. Dans le cas de figure, elle est terminée. Pour le cas de figure, c'est terminé. Le cas de figure est terminé. C'est vrai que, statistiquement parlant, 76 % des personnes désirent avoir une forme de travail, de télétravail ou de travail qu'on appelle hybride. Là. 76 % des gens désirent continuer de cette façon-là à une ou plusieurs journées par semaine à la maison. Bon. Oui, si effectivement l'employeur consent à ça et si l'employeur force, parce que c'est toujours la question de savoir est-ce que c'est l'employé qui le désire ou si c'est l'employeur qui le force? Dans le cas de figure où l'employeur force l'employé à le faire, mettons 3 jours par semaine, c'est indéniable qu'il doit contribuer. C'est sûr. Peu importe la façon dont il doit contribuer, sous forme de crédit ou sous forme de subvention, peu importe. Mais s'il force l'employé à avoir des biens chez lui, un ordinateur, une chaise, un bureau, ben oui, il faut qu'il y ait une forme de contribution, c'est sûr. OK. Et là, maintenant, on va faire l'exercice pour continuer. Oui. Parce que moi, je me mets à la place de l'avocat qui représente l'entreprise. Oui. C'est quoi forcer? Ce n'est pas forcé. C'est quoi forcer? Parce que moi, si je suis l'avocate qui représente l'entreprise, je vais m'assurer de ne pas rentrer dans la catégorie forcée. Ouais. Alors vous, ce serait quoi les critères qu'on devrait porter une attention particulière pour déterminer si à ce moment-là, l'entreprise force ou suggère fortement? Bien, forcer est peut-être un mot un peu fort. Hein? On force peut-être le mot. Vous aimez bien, vous, on va vous réinviter plus souvent. Dans le fond, on parle, en droit de travail, là, on parle d'obligation. On oblige quelqu'un à faire quelque chose. Hein? C'est plus ça.
Par exemple, si on oblige, on oublie le mot forcé, on prend le mot oblige un employé à travailler chez lui 3 jours par semaine ou même 5 jours par semaine. C'est une obligation de le faire. Ah, mais ça, c'est un cas assez patent. Moi, je vais arriver dans la zone grise. Ouais. Donc, par exemple, là, je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche, c'est quand même vous notre invité du jour. Alors, disons que, par exemple, vous avez une entreprise qui n'offre pas à un employé un bureau attitré. Je vous donne certaines conditions là, qui pourraient faire en sorte que l'employé comprendrait qu'il est très fortement appelé à rester à la maison. Donc, pas de bureau attitré, pas de ligne de téléphone attitrée, qu'on lui dit d'apporter un ordinateur, au fond, qui ne sera pas à une place fixe, mais sera plutôt un ordinateur comme j'ai présentement, un ordinateur portable. Veux pas, c'est pas un lieu de travail fixe comme qu'on connaissait traditionnellement, là. Et Ça, est-ce que ça pourrait être considéré comme une suggestion forte de rester à la maison? J'ai comme posé la question qui tue, on dirait. c'est peut-être plus une invitation dans ce cas-là. C'est comment? C'est peut-être plus une invitation à travailler à la maison. C'est peut-être pas nécessairement une obligation de le faire, c'est peut-être une invitation. Mais de plus en plus de personnes, d'employeurs et de syndicats et de groupes de salariés ou des salariés individuels ont des ententes, des politiques qui prévoient le partage des coûts. Il y en a de plus en plus, là, évidemment. Il n'y en avait pas avant le mois de mars 2020, il n'y avait rien de ça, mais maintenant, il y a des politiques à l'interne, des politiques sur le télétravail, il y en a de plus en plus. Très bien. Je crois comprendre, chers collègues, que votre partenaire souhaiterait peut-être intervenir à ce stade-ci. Avec le consentement, on va pouvoir déborder un peu afin que vous puissiez intervenir. Consentement, merci, Monsieur le Président, c'est très apprécié. Mais c'est très pertinent, là, les propos de ma collègue. Donc, merci, je vous salue les deux. Je connais Maître Casa, donc bonjour Maître Casa. Bonjour, Mme la députée. Dans le monde municipal, là, on a déjà travaillé ensemble. Maître Casa a déjà représenté... Dans une vie antérieure. Oui, dans une vie antérieure. Ben là, moi, je suis pas blanche, hein? Fait que, Moi non plus. Je suis gris foncé. Mais tout à l'heure, Monsieur Lemay-Leclerc, il nous disait entre autres que les experts en sécurité devaient avoir le dernier mot dans la production, dans la protection et la production des infrastructures numériques logicielles. Évidemment, là, ça va de soi, là, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est l'aspect sécurité. Est-ce qu'il y avait des recommandations à cet effet-là, là, au niveau des sécurités, des tests périodiques qu'on doit faire, puis est-ce qu'il y a des recommandations? Oui, bien, c'est sûr qu'au terme de sécurité, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que ça prend des bonnes routines. Il faut qu'il y ait des analyses de faits, des rapports. Souvent, tout ça s'automatise au minimum, au maximum, mais ça peut être évidemment automatisé. Il faut aller voir un peu là, les journaux, les logs qu'on appelle. Mais oui, c'est important que la cybersécurité ait un peu le dernier mot à dire là, sur le numérique. C'est vraiment essentiel. Parce que s'il arrive quelque chose, puis il en arrive des erreurs, c'est souvent humain. J'ai été témoin moi-même là, d'erreurs. Puis souvent, les piratages, pas souvent, mais quand même quelques fois, les piratages sont causés par des erreurs, là, qu'il y a des configurations, des choses comme ça. Donc, il faut que les spécialistes en cybersécurité vraiment aient aucune contrainte à pas dénoncer, mais vraiment à dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme problème, même si les problèmes ont été causés par leurs collègues, là, dans ce cas-ci, littéralement. Parfait. Je voulais juste confirmer que c'était nécessaire, qu'il fallait que ça soit là, puis c'est obligatoire. Donc, merci de votre réponse. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, chers collègues. Merci. Alors, bien, messieurs Lemay-Leclerc ainsi que monsieur Casa, merci beaucoup de votre présence fort éclairante aujourd'hui. Votre témoignage fut fort apprécié. Nous vous remercions à nouveau. Sur ce, on va suspendre momentanément le temps de faire place à nos prochains invités. Merci, bonne fin de journée. Merci beaucoup à tous. À vous de même. Bon retour. Soyez prudents.